L'histoire de l'hydrographie en tant que science remonte à plusieurs milliers d'années dans le passé. Au tout début, les bases de la science hydrographique étaient liées aux premières études cartographiques. Il est difficile de séparer l'origine de l'hydrographie de celle de la cartographie, les deux faisant partie d'une division de l'autre. Les premières bases de l'hydrographie remontent au développement des études du ciel et du déplacement des corps célestes dans celui-ci. Aux mesures des avancées scientifiques, les connaissances astronomiques, cartographiques et de navigation furent accumulées et transcrites dans un manuel qui était précieusement entreposé dans la ville d'Alexandrie. Malheureusement, le recueil fait maintenant partie des pertes des incendies causés par les chrétiens lors des feux d'Alexandrie en l'an 391. Le site fut ensuite utilisé pour construire une église, événement symbolisant le début d'une période de quasi-hibernation, non seulement pour la cartographie et l'hydrographie, mais pour les sciences en tout genre. Plusieurs années plus tard, la cartographie voit de nouveau le jour. C'est maintenant le temps des nombreuses croisades chrétiennes pour la prise de Jérusalem. De ce fait, l'hydrographie était aussi de retour, le voyage en bateau pouvant être plus efficace que le voyage à cheval. Durant le 11e et le 13e siècle, les croisades seront à la source de la montée en popularité dont bénéficiera l'hydrographie, causée par la découverte du compas et de l'astrolabe par les Européens lors de leur voyage en terres arabes. Avec les nouveaux outils qui sont de plus en plus populaires, sont aussi venus quelques cartes arabes, majoritairement des ports de commerce. Quelque part durant le 13e siècle, fut dessinée la plus vieille carte maritime conservée à ce jour, la carte pisane. Elle utilise le cuir d'un animal comme surface pour le dessin et l'écriture. 32 lignes de vent sont dessinées sur la carte et une croix rouge se trouve près de l'une des anciennes possessions des croisés latins en Terre Sainte, perdue en 1291. Elle illustre aussi quelques renseignements de base sur les dangers marins, des eaux fondes, des rochers et autres. Elle fut achetée et offerte à la Bibliothèque royale française en 1839. La découverte de ces documents coïncide avec le début des pensées de la Renaissance. En quelques décennies, l'imprimerie et le retour de la pensée scientifique et philosophique permettent de grandes avancées en peu de temps. Certaines des grandes puissances européennes, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et la France, commencent alors une course économique cherchant des méthodes de transport plus rapides et des chemins plus profitables. C'est grâce au prince portugais Henri qui, en 1415, a pris la décision de rassembler une équipe de professionnels de plusieurs domaines et de leur donner comme tâche de former une génération de navigateurs, que l'hydrographie et les voyages maritimes eurent la dernière poussée qu'elle avait besoin. Les voyages qui suivirent, fort fructueux et inimaginablement profitables, ont au fait d'attirer l'attention et l'intérêt des autres puissances avoisinantes. Ce fut là un grand moment de développement, la demande d'équipements de navigation et de navigateurs augmentant au rythme des essais de navigation maritime, les deux se faisant de plus en plus nombreux. Vers la fin du 15e siècle, les portinants portugais ouvrirent la voie à de nombreuses avancées, comme celle du premier voyage au sud de l'Afrique par la côte de l'Ouest. L'Inde fut atteinte par voie maritime en 1498 par Vasco da Gama, à la suite de quoi fut engagé Christophe Colomb par l'Espagne pour s'y rendre. Au cours du 15e siècle, Pierre Garcy de Rouen fut l'un des premiers navigateurs à publier des informations écrites sur les étapes à suivre afin de naviguer d'un point à l'autre dans son livre Routier de la mer. D'ailleurs, c'est en 1537 que commença la courte carrière du fort discret Pierre Deselliers, considéré comme le père de l'hydrographie française. Tout d'abord ordonné comme prêtre, Deselliers sera désigné comme examinateur des navigateurs en formation, ayant le droit de décerner des brevets, un droit accordé par la royauté française. La majorité des connaissances que nous avons de sa vie sont très vagues. Il est fort probable qu'il aurait enseigné l'hydrographie lui-même. À la demande du duc de Guise, il a cartographié les côtes françaises avec la technologie du temps. N'ayant probablement jamais navigué, il arrivait à compiler des données et postulants afin de les rassembler et de cartographier les ports et les côtes
tout en représentant les bas-fonds, les lignes de vent et autres. Au fil du temps, il se bâtissait une notoriété et une école naquit autour de lui. C'est durant cette période qu'il fit des portelains de plusieurs endroits, certains connus seulement de mention et ayant été perdus au fil des années, et d'autres qui sont encore aujourd'hui conservés. Les deux seuls dont les originaux sont encore existants sont celui de 1546 et celui de 1550, et sont conservés dans des lieux spécialisés, un aux États-Unis et un en Angleterre. Le dernier porcelain que Desselier aurait réalisé est celui de 1553, dont l'original a été perdu dans un incendie, mais, heureusement, une copie a été faite par après. En 1538, Cornelis Antonis développa une pratique pour imprimer des cartes à partir de blocs de bois gravés. Sa première carte hydrographique était une carte de la mer Baltique et de la mer du Nord. Ses travaux n'étant pas tout à fait au point, un autre hydrographe fut celui qui améliora de manière notable le processus qu'il utilisait. Vivant des environs de l'an 1534 jusqu'au début du XVIIe siècle, ce fut Lica Janszoon Wagner qui popularisa l'impression de cartes hydrographiques à l'aide d'une presse à plaques de cuivre. Se retirant de la navigation à 49 ans, il utilisa ses connaissances et les informations que lui partageaient les marins et navigateurs pour produire ses cartes. C'est seulement en 1584 que Wagner publia sa compilation de cartes de la côte reliant la Norvège au détroit de Gibraltar à l'aide de 45 cartes, un travail qu'il a nommé le miroir de la mer. Il mit à jour et développa une gamme nouvelle de symboles, illustrant de nombreux points d'intérêt et permettant une mesure de distance et une lecture des cartes plus adaptée. La côte française fut cartographiée durant la seconde moitié du XVIe siècle, lorsque le ministre Jean-Baptiste Colbert prit le contrôle de l'école de Dieppe et instaurèrent des postes hydrographiques dans de nombreux ports français. Ce développement mena à la création du premier bureau national d'hydrographie, le dépôt général des cartes et plans. Le prochain pays à suivre l'exemple sera le Danemark et l'Angleterre en proche troisième en 1795. Environ 20 autres nations les suivront durant le 19e siècle. À un certain point, intéressé par les Néerlandais dont les cartes gagnaient en popularité, le roi Charles décida de cartographier la côte et les ports de l'Angleterre en entier. L'entreprise dura 11 ans, de 1681 à 1692. Le responsable de l'entreprise n'avait pas de référence topographique auquel il pouvait assembler ses plans. Il n'avait pas de référence pour se situer en longitude et seulement un cadran pour se situer en latitude. Il dut alors se contenter d'un sondage des eaux moins profondes qui se fiait sur un compas notant des références à la côte, approximant les mesures selon des mesures de chaînage et de compas. Le travail fut nommé Great Britain's Coasting Pilot. Publié en 1693, il contenait 47 schémas et 30 pages d'informations sur les niveaux de l'eau et des informations côtières. Une suite de 20 peaufinements furent produits durant le siècle qui a suivi. Après la Première Guerre mondiale, une vingtaine de pays participèrent à un sommet de l'hydrographie à Londres en 1919, afin de standardiser les règles et les méthodes utilisées en hydrographie. C'est durant ce sommet que furent adoptées de nombreuses règles internationales et fut créée l'Organisation hydrographique internationale, qui est dirigée par 3 directeurs. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et sans vous endormir, c'est vraiment apprécié. Passez une belle journée et n'oubliez pas d'applaudir ceux qui vont suivre et ma partenaire, la gentille Zuleka. Merci de votre attention et j'espère que vous avez apprécié notre présentation. Passez une belle journée.